Musician 3. Bonjour et bienvenue dans Carte Blanche. C'est avec grand plaisir que je vous retrouve encore cette saison pour vous faire découvrir des personnalités du monde de la culture autrement que par l'interview classique. On va les découvrir grâce à leur univers musical et à leur playlist personnelle. Mon premier invité aujourd'hui, il s'appelle Riyad Hadir. Il a écrit un premier roman, Pupille, que vous avez pu peut-être découvrir dans l'émission La République des Arts. Il revient dans notre émission parce que son univers musical est très important. Nous savons que les jeunes écoutent énormément de la musique parce que Riyad Hadir est un jeune écrivain. Son roman est un roman d'anticipation, de science-fiction. C'est en tout cas le genre littéraire qu'il affectionne particulièrement. Bonjour Riyad. Bonjour Tolaya. Encore merci d'avoir accepté l'invitation et d'avoir joué le jeu. C'est moi qui vous remercie. Moi, ça m'éclate de partager ma musique. Alors justement, je sais que c'est en tout cas c'est une invitation qui plaît toujours aux gens à qui nous proposons parce que la musique c'est quelque chose qui se partage. Absolument. Oui, parce que bon, la musique ça fait partie de nos vies. On vit dans une époque où on fait tout en musique, on travaille en musique, on mange en musique, voilà, la musique est omniprésente. Donc oui, partager sa musique, c'est un peu se dévoiler sans peut-être trop en dire. Et en plus, la musique aujourd'hui, grâce aux moyens technologiques, on peut l'avoir partout, à n'importe quel moment. Voilà. Il y a eu l'autoradio, le transistor, l'autoradio, il y a eu les Walkman, les baladeurs. Aujourd'hui, presque vous qui êtes dans l'anticipation, comment voyez-vous l'avenir de la musique, en tout cas l'avenir de la musique comment on appelle ça, des technologies, vous voulez dire supports, les supports. Oui. Bah écoutez, pour les supports, je m'inquiète pas du tout. Voilà, technologiquement, on a tout le temps été à la pointe. Moi, ce qui m'inquiète, c'est le contenu, parce que bon, qualitativement, la musique, ça va décrescendo. Ce qu'on nous propose à la radio déjà, ce qu'on nous propose via les canaux classiques, c'est pas très reluisant. C'est pour ça qu'il faut peut-être chercher sa musique soi-même. Vous parlez dans le monde ou dans le monde, oui, dans le monde. Je parle voilà de la pop là, ça rime à rien. Et voilà, c'est peut-être qu'il faut aller chercher sa musique un peu dans des canaux un peu plus cachés, un peu plus underground. Alors c'est quoi votre univers justement? J'écoute un peu de tout. Alors moi j'ai vu votre playlist, c'est pas très jeune Vous êtes plutôt dans les vrais amateurs de musique qui disent tout s'est fait dans les années 60, 70, même avant par exemple pour le blues et le rock and roll. Donc on va écouter avec vous parce que je crois qu'aujourd'hui on va vous garder pendant 2 heures. On va écouter Aerosmith. On va écouter oui, donc une chanson. Vous n'aimez pas tout. Comment ça? Je n'aime pas tout. Oui. Non, mais si j'avais le droit, moi, vous savez, j'étais parti sur 150 chansons à peu près. Oh. Voilà. Je me suis réduit à 10 morceaux, mais vraiment. Alors on va vous inviter à venir travailler à la musique et faire des programmes. Mais je veux bien, moi, allez-y. Donc vous pouvez donner vous-même votre liste. Donc il y a Howlin' Rain. Il y a un Howling Rain, Phantom in the Valley, ça pour le Deep coup Purple. c'est un groupe récent, Howling Rain. Deep Purple évidemment, je pouvais pas passer à côté. Pink Floyd, Janis Joplin, Radiohead, Steve Earle, R.E.M. David Bowie. Ouais, Bowie. Ouais. Et voilà, R.E.M. et surtout un musicien pas trop connu qui s'appelle Derek Gripper. On va en parler à la fin.
D'accord, voilà. Donc vous allez, comme ça les auditeurs, ils ont une idée de ce qu'ils vont écouter grâce à vous. Mais ce qui est le plus intéressant, c'est de savoir pourquoi. Et moi, je voudrais revenir un peu à votre métier, à vous. Vous êtes infographiste. Oui. Vous travaillez dans la presse. En freelance. En freelance. En freelance. Je travaille en freelance avec des agences qui sous-traitent des fois des travaux créatifs. Alors c'est quoi infographiste? Peut-être qu'il y a des jeunes qui nous écoutent. On est en plein mois de juillet. Ils sont dans la voiture et qui savent pas trop faire. Alors sur le papier, infographiste, c'est le métier de rêve. C'est vraiment mettre sa créativité au service d'un message ou voire même d'un produit. Allez, c'est pas grave. Hein. Mais bon, concrètement, c'est faire plaisir aux clients, faire ce qu'il vous dit pour être payé à la fin. C'est-à-dire qu'il faut pas se faire d'illusions, quoi. Non, mais c'est très rare de vraiment tomber sur un travail qui créatif. Créatif, qui vous fasse plaisir, qui vous vraiment... mais je veux dire, comment définir le métier d'infographiste, pas dans la réalité, c'est quoi Alors définir, c'est vaste, hein. On peut être graphiste 2D, on peut être graphiste 3D, on peut faire dans le vectoriel, on peut faire dans le montage photo, on peut être dans le design web, dans le design d'interface d'application. Voilà, chacun sa spécialité. Moi, je préfère en tout cas, je touche à tout, mais je préfère les identités graphiques, je préfère créer des chartes graphiques, les identités visuelles. Moi, ça me... Vous savez, c'est là où je m'épanouis, c'est là où je m'éclate. C'est-à-dire, vous faites quoi? Vous faites... C'est-à-dire que quand, par exemple, il y a une nouvelle marque ou un nouveau produit ou un nouvel organisme, il a besoin d'une identité visuelle qui commence par un logo. Donc, moi, je commence par ça. Je fais le logo, l'identité visuelle, l'utilisation des couleurs, c'est-à-dire, il suffit de voir un support sans voir le logo, sans voir le nom de la marque pour reconnaître. Et la marque, ça veut pas dire... C'est à ça qu'on reconnaît une identité visuelle réussie. Ça veut pas dire des produits qu'on consomme, ça peut être aussi, par exemple, moi je vois, un événement. Malheureusement chez nous, les sites web sont souvent mal conçus. Les infographistes ont un rôle à jouer dans les sites web aussi, peuvent... C'est-à-dire après, c'est une question de coût. Parce que bon, quelqu'un qui veut lancer un site web, il n'est pas forcément du domaine, il va recruter un webmaster. Le webmaster, il va peut-être coder un site excellent, mais visuellement, il va faire un travail, voilà, selon... Non, il faudrait peut-être recruter les deux. un webmaster, un développeur et un graphiste. Mais bon, après, ça coûte cher. Donc là, c'est le métier qui vous fait vivre. Mais votre vraie passion, c'est l'écriture. Et c'est depuis très très jeune, hein, Riyad Hadir, que vous aimez d'abord la lecture, parce qu'on ne peut pas écrire sans avoir beaucoup lu. Non. Vous savez, moi, je lis depuis tout petit. J'ai appris à lire l'arabe, le français, comme tout le monde, hein, quand j'étais avant même d'aller à l'école. Et j'ai appris à lire chez les bouquinistes à Oran, parce que j'ai grandi à Oran. Il y avait des bouquinistes sur la rue l'Habib Mehdi qui avaient des étals qui vendaient des livres à la sauvette, et j'étais tout le temps fourré chez eux. Donc voilà, j'ai toujours lu, je suis tombé dans la science-fiction très jeune. C'est ce qui explique maintenant peut-être... Votre premier livre de science-fiction? Premier livre de science-fiction. Alors, en tout cas, celui qui vous a le plus marqué. Celui qui a le plus marqué, c'est Limbo, de Bernard Wolff. C'est d'ailleurs un extrait de Limbo que j'ai mis en épigraphe dans Pupille. Je l'ai lu, alors la première fois que je l'ai lu, j'avais 14-15 ans. Je l'ai lu, il m'a marqué parce qu'il était très noir, très drôle, vraiment inhabituel. J'étais habitué à de la science-fiction un peu plus terre à terre, quoi, un peu plus, bon, terre à terre, si on peut dire pour de la science-fiction, mais un peu plus droite, quoi. Un peu plus classique. Un peu plus classique, héroïque, quoi. Mais Limbo, c'était vraiment particulier. Ça m'a fait découvrir un autre pan, le pan satirique de la science-fiction. Et je l'ai relu quelques années après, on va dire, quand j'avais 20 ans. Et j'ai redécouvert d'autres choses, d'autres aspects. Ça m'a vraiment marqué. Ça m'a vraiment marqué, et je crois que ça se sent dans mon écriture. Il y a vraiment un côté satirique, un côté un peu, je me prends pas au sérieux. Alors qu'en fait, le propos est très sérieux. Allez, on écoute la première chanson.
passing. Morning and night, light, dusk to dawn. There's a night to wait. Everybody gotta do is in line and pray. Comes and where it goes. I know it's everybody's sin. You got to lose to know. I don't know. In my life, some books with pages. Live and learn from fools and from sages. You know it's true. All the things you do come back to you. Sing with me, sing for the year, sing for the left, sing for the dear. Sing with me, just for today, never tomorrow. Take you away. Donc cette première chanson, c'est Dream On d'Aerosmith. Alors C'est l'histoire d'un gamin qui se regarde dans un miroir et qui se demande de quoi sa vie sera faite. Il se voit vieux, il se voit à la fin, il rêve du parcours qu'il va arpenter pour avoir une fin un peu paisible, un peu satisfaisante, pour se dire voilà, j'ai bien vécu. Et c'est drôle parce que Steven Tyler l'a écrite quand il avait 17 ans. C'était un gamin visionnaire, d'ailleurs faut le faire, 17 ans, écrire des paroles pareilles. C'est à se demander ce qu'ils font aujourd'hui dans le monde du rock. Et en fait, c'est une histoire universelle, parce qu'on vit tous ce moment un peu, quand on accède un peu à l'âge adulte, où on se demande de quoi notre vie sera faite. C'est une chanson qui m'a un peu marqué, parce que voilà, elle me parle. C'est une question que j'arrête pas de me poser. Quand je serai vieux, est-ce que je serai content de ma vie? Est-ce que je serai fier de ma vie? Donc voilà, il faut peut-être poursuivre ses rêves, quoi. C'est ça peut-être la vraie question dans la vie d'un être humain. Est-ce que j'ai réussi ma vie? Oui. Oui, de tout être humain qui se respecte, certains se la posent pas cette question, et c'est dommage pour eux.
Moi, je comprends pas ces gens qui avancent dans la vie mécaniquement, là, boulot, retraite, non, je sais pas, c'est pas une vie que j'aimerais avoir. Quoi. Réussir sa vie, c'est quoi pour Bah, c'est regarder vers le passé, se dire j'ai vécu, j'ai fait des choses. Bon, ça dépend. Il y a des gens qui pour eux, ne pas se dire, réussir sa vie, c'est avoir une bonne position sociale, avoir tout le confort, etc. Il y en a pour. Donc il y a réussir sa vie. Il faut être honnête. Chacun a sa façon de voir sa vie, de voir la réussite plutôt. Il faut être honnête avec soi-même. Hein. Il faut regarder vers le passé et se dire j'ai vécu. Il faut pas se dire j'ai survécu. Pour moi, avoir une bonne position sociale, réussir financièrement, c'est de la survie. Ouais. Vivre, c'est faire des choses. Réussir sa vie, c'est pas laisser sa marque peut-être ne pas trahir ses rêves. Voilà. C'est vraiment vivre ses rêves, les vivre à fond, et voilà. Donc Dream On. Et là, vous en êtes à. C'est thématique. Vous en êtes à. À quoi? À quelle étape? Ah, je sais pas. Je vous dirai quand je serai très vieux. J'espère vivre jusqu'à très vieux, mais voilà. C'est là que je saurai. Vous n'êtes pas dans l'auto-évaluation continue. Je compte pas. Non, je compte pas. Oui. Mais vous êtes quand même content de ce premier roman, en tout cas. Ah oui, complètement. Oui. Pupille, je rappelle, Pupille, sorti aux éditions ANEP. Et on vous en parlera un peu plus. On écoute la deuxième chanson. My world goes cold like a satellite, marooned on a long forgotten world. Damn my eyes, I was mesmerized as I watched the road to nowhere unfurled. I dreamed you upon me beneath that old moon, and a dirty tepid wind whistled an undertaker's tune. Out in the valley, past the burning trees, my soul like the ash of crickets falling to their knees. Somewhere out in the dark, past the walnut orchards and the barroom abattoirs, somewhere into the blue, I can almost see your smile fading from my view. I staggered like a crow into the empire where the floating seeds of star thistles twirl. I weave the leaning poles and old telephone wires like dusty notes of music at the far end of the world. I dream of radiation, a sapphire balloon, a nuclear winter, a body spring monsoon. Beyond the splitting atoms, past the ruined sea, my soul like the tussle flowers burning in the breeze. Somewhere out in the dark,
Alors cette deuxième chanson, Riyad Hadir, je rappelle, l'écrivain, infographiste, qui a sorti son premier roman. Alors elle raconte quoi et pourquoi l'avoir choisi? Je l'ai choisi, bon c'est Howling Rain, le titre c'est Phantom in the Valley. C'est parce que le groupe est un groupe contemporain, c'est pas un vieux groupe, c'est un groupe de rock. Et en fait ça me marque à chaque fois que je découvre un groupe contemporain qui fait de la bonne musique. C'est rare. Il faut les chercher ces groupes-là. Il faut les parce que ce qu'on nous propose vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas convaincant. Qu'est-ce qui ne vous plaît pas? L'exploration musicale. Dans ce morceau-là, à un certain moment, ça part dans une autre direction. Il y a des influences latines, il y a des influences psychédéliques, il y a des influences. Mais qu'est-ce qui ne vous plaît pas actuellement qui me plaît pas dans la musique qui se fait? Mais c'est complètement formaté. Peut-être parce que moi j'entends beaucoup de spécialistes dire tout a été fait. Est-ce que c'est vrai, tout a été fait? Non, c'est pas vrai. Non, ça c'est pas vrai. En fait, je suis pas allergique à des genres. Hein. J'aime tous les genres. J'aime l'électro, la pop, le rock, le métal, le rap, le hip-hop, tout ce qu'il faut. Mais en fait, ce qui est dommage, c'est que maintenant on travaille à la formule. Une chanson, ça doit faire 3 minutes 30, pas plus. Ça doit obéir à une certaine structure, ça doit contenir certains effets pour pas perdre les auditeurs, pour qu'ils se retrouvent un peu dans cette espèce de mode. Mais tout le monde travaille pour la pub en fait. Oui, mais voilà, tout le monde travaille pour la pub. C'est du contenu qui va venir enrober la pub, qui est diffusée à la radio ou à la télé. Ça m'insupporte. Moi j'aime bien être surpris. J'aime bien lancer une musique et être surpris au bout d'un moment. Me dire, ça a jamais été fait. Aujourd'hui, les programmations, vous savez, si vous suivez un peu le sport et le football, dans les grandes compétitions, la Ligue Champion, etc., on fait de plus en plus, on fait des programmations pour les pays de l'Asie. Qui sont des grands, comme vous savez, c'est des pays qui s'éveillent, donc il y a le marché est très très important là-bas, et donc pour 1 milliard de consommateurs, ça vaut le coup de faire aujourd'hui on joue à midi juste parce que pour que les gens en Asie, voilà, donc c'est une question de marché. C'est même au cinéma maintenant, on étudie les films pour le marché asiatique, c'est dommage. Revenons un peu à ce qui vous passionne, la science-fiction, le roman d'anticipation. Pour vous, pourquoi vous aimez ce genre littéraire? Pourquoi, je saurais pas répondre. J'aime un peu tout. C'est juste que la science-fiction, c'est vrai que ça détonne un peu. C'est un genre qui a toujours été détesté, même dans l'univers anglo-saxon, même. À ses débuts, c'était un genre de niche. C'est-à-dire que la science-fiction, c'est devenu, entre guillemets, cool que quand ça s'est attaqué au cinéma. Quand c'était juste une littérature, c'était vraiment un genre de niche. C'était un genre qui était dédaigné, qui était... C'est dommage parce qu'il y a vraiment des pépites littéraires là-dedans. Hein. C'est pas parce que ça offre plus de liberté? En tant qu'auteur, ça offre plus de liberté. Mais en tant que lecteur, la liberté, voilà, je veux dire, on est en train de lire. Non, mais je parle de l'auteur que vous êtes. Peut-être, je sais pas. S'il faut vraiment... vous inventez tout, vous inventez, vous inventez le langage, vous inventez le monde de demain, vous laissez libre cours, et il faut reconnaître que dans Pipi, il y a une forme de, on distingue chez vous, vous êtes un peu visionnaire. Je sais pas. Merci. Mais voilà, c'est-à-dire que j'ai pas vraiment tout inventé, il suffit de regarder le monde autour de soi. Voir comment les choses évoluent, je vous assure que c'est à la portée de tout le monde. Hein. On se dit, voilà, dans 5-10 ans, voilà comment ça va être. J'arrête pas de tomber sur des articles qui confirment ce que j'ai un peu écrit dans Pupille. Et je me dis, bon, j'espère que ça va arrêter là. Ça va s'arrêter au niveau des prévisions amusantes. Parce qu'il y a des prévisions un peu plus graves. Voilà, j'espère que ça va pas aller jusque là. Alors, dans la 4e page de votre... couverture. Oui. De votre roman, Pupille, à travers les différentes facettes de ces personnages, conduit le lecteur sur un chemin maculé, de foi brisée, mauvaise ou dévoyée, une foi saine, fraîche et intacte, peut-elle mener vers un salut que l'on croit perdu? Alors ça, c'est la thématique principale du roman. En fait, aujourd'hui, on s'attaque trop facilement à la manière de croire de certaines personnes. Voilà, tu crois telle chose, t'es mauvais. Tu décides de suivre telle idéologie, t'es mauvais. Je pense pas qu'il y ait de mauvaises idées en fait. Moi, je pense qu'il y a que des mauvaises exécutions. On a tous une foi.
On croit tous en quelque chose, et le problème, ce sont pas nos croyances, c'est la manière dont on dévoie ces croyances-là et dont on les extrémise. Et voilà, c'est ce qui crée le conflit entre les gens. Et après, bon, évidemment, les conflits, c'est lucratif pour certaines Alors personnes. vous imaginez le monde de demain, un monde où déjà les gens ne s'appellent plus de la même manière. Quand je dis ils s'appellent plus, je parle pas des prénoms. Oh. Quand on s'appelle, quand on se présente, On c'est s'interpelle. plus monsieur, madame, mademoiselle. C'est ma personne. C'est ma personne. C'est assez, Bah, c'est une politique c'est inclusive. assez anonyme, quoi. C'est une politique inclusive, quoi. C'est maintenant avec tout ce qu'on voit en matière de genre et de sexe. Par exemple, au Québec, là, récemment, j'ai lu que dans les organismes étatiques, on n'avait plus le droit de s'adresser aux gens en disant monsieur ou madame. Alors, est-ce que c'est une bonne chose ou une mauvaise chose? C'est pas à moi de le dire. Ce qui importe. Ça veut dire si je dois vous Ce qui est appeler- important, c'est que ça se fait, c'est que je l'ai un peu prédit et voilà, c'est en train de se faire. Et du coup, oui, c'est. Moi, je trouve que c'est vous se réagissez cacher. comment Je réagis comment? Moi, franchement, je trouve pas que des corrections sémantiques puissent résoudre les problèmes de discrimination. Moi, je pense pas que ce soit une solution, ça. Éviter de s'adresser à quelqu'un en disant madame, éviter je sais pas. Ça me. de quelque part Je sais de classer les gens, parce que déjà quand on dit madame, ça veut dire que voilà, ça donne une information, ça Je sais pas. suppose. Personnellement, je suis parfaitement capable de dire madame sans discriminer la personne. Pourquoi pas tout le monde? Voilà, c'est tout. Maintenant, on s'attaque juste aux appellations. Et comme je suis graphiste et que j'aime bien les identités visuelles, le branding, tout ça, c'est juste une manière de rebrander la discrimination. La discrimination disparaît pas. On la renomme. On change son image de marque, c'est tout. Alors Deep Purple dans Ouais. votre playlist, Deep Purple. On en parle avant? quand vous voulez, Bah, ou après, qu'est-ce que vous voulez? Bah, Après? Après. Allez, après. Sweet child in time, you'll see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, bullets flying, taking toll. If you've been bad, oh Lord, I bet you have, and you've not been hit by a flying lead. You better close your eyes. Oh, bow your head. Wait for the ricochet.
Voilà, on a écouté Deep Purple. Donc Child in Time. Et bon, c'est bon, il faut contextualiser. C'est la chanson pacifiste ultime. C'est vraiment c'est la chanson anti-guerre. C'est le ras-le-bol de la jeunesse de l'époque contre l'esprit guerrier occidental au Vietnam, par exemple. Voilà, c'est les 70s, c'est connu. Il y avait la contre-culture un peu hippie qui partait en guerre entre guillemets contre la guerre, si vous voulez. Et bon, après on a eu une bonne petite décennie d'abrutissement chronique, hein, c'était les années 80. Et on repart en guerre sans gêneur idéologique dans le monde de la musique. Voilà, c'est dommage que ça ait disparu. C'est dommage que tout ce mouvement musical ait disparu. Et sur un plan plus personnel, c'est un morceau qui m'a appris à faire la paix avec certains ennemis intimes que je combattais moi tout seul, quoi. D'ailleurs, si vous écoutez le final de cette chanson, il est chaotique, il est vraiment, il est mouvementé, il est. Visuellement, ça m'évoque un peu la Guernica de Picasso. Vous voyez, c'est le chaos, c'est vraiment la destruction, mais c'est beau. Il y a une beauté dans la destruction. Ben, il y a toujours une beauté dans le chaos. Ouais, voilà. Quand vous écoutez une chanson, qu'est-ce qui vous attire le plus en premier, la musique ou le texte? Bah, la première impression. Parce que il me semble que vous êtes assez bon anglophone pour bien comprendre les chansons que vous nous avez proposées. Oui, ça va. Non, mais la première impression qu'on a avec un morceau, c'est clairement la musique. Après, évidemment, on s'intéresse au texte, on réécoute, on approfondit, on essaie de comprendre. C'est comme tous les bons textes, c'est de la poésie en fait. Hein. Faut pas minimiser l'impact de la musique sur le langage. D'ailleurs, Bob Dylan a reçu un prix Nobel de la littérature. C'est pas un hasard. Non, c'est un tout. C'est un tout. Une bonne musique ne peut pas exister sans bon texte. Selon moi. Selon vous. Voilà. Après. Mais il y a parfois des morceaux quand même. Il y a de la musique parfois qui parle d'elle-même, parce que la musique c'est aussi une forme d'expression. Oui, bien sûr, tout à fait. J'ai aucun problème avec ça. D'ailleurs, pour rester pour rester chez Bob Dylan, musicalement c'est vrai que ça casse pas trois pattes à un canard, hein, c'est trois accords. Mais les textes, voilà. Après, vous avez évidemment d'autres groupes qui sont plus portés sur l'instrumentalisation, mais voilà, c'est un tout. Moi, vous savez, je suis pas restrictif. Je passe pas ma vie à comptabiliser ou à classer les genres je fonctionne au feeling. Un morceau peut me plaire. Vous êtes ouvert, en tout cas, sur tous les. Revenons à votre roman, Pupille. Vous avez il a été écrit, je crois, en 2000. Vous avez écrit. Je l'ai écrit en 2000. Je l'ai fini en 2016. Il a été publié en 2017. Ouais. Et depuis, vous avez été à la rencontre de vos lecteurs. Vous avez présenté. Alors, comment le public a accueilli, ou les lecteurs qui l'ont acheté? Globalement, parce que bon, on reçoit pas le ressenti de tous les lecteurs, mais bon, globalement, ce que j'ai reçu, c'est de l'étonnement. C'est vraiment une sensation de nouveau, une sensation de. Il y a certaines personnes qui l'ont pas compris. Ça m'a un peu. C'est vrai, bon, comme c'est un premier roman, je prends toutes les réactions à fleur de peau, quoi. Mais après, je me suis rendu compte que les gens qui l'avaient pas compris appartenaient à une certaine catégorie d'âge, quand même. Ça leur parle peut-être pas, c'est pas plus mal. Mais sincèrement, la plupart des gens de ma génération, voire un peu plus jeunes qui l'ont lu, ont aimé. Ça les a réconciliés un peu avec le livre algérien. Combien sont-ils à lire, justement? Les gens de votre génération ou les moins jeunes ou... Ils lisent tous. Ils lisent tous, mais ils sont fâchés avec l'écrivain algérien. C'est une vérité. Ils lisent? Vous trouvez que beaucoup de... Les jeunes lisent. Absolument, absolument. Tout le monde. Vous savez que vous êtes en train de contredire, toutes les statistiques et même les spécialistes qui disent. Non, mais écoutez, vous savez, partout dans le monde, il y a une catégorie de jeunes qui ne lisent pas. Faut qu'on fasse avec, hein. C'est pas un souci. Mais on lit ici. Si on lisait pas, il y aurait pas de librairie. Les librairies fleurissent en ce moment. Il y en a jamais eu autant en Algérie, des librairies et des bouquinistes. Les jeunes lisent. Partout, pas dans toutes les villes, Riyad. Si, ils lisent en arabe, ils lisent en amazigh, ils lisent en français. Non, je parle des librairies qui s'ouvrent, qui fleurissent. Ah, mais ça, c'est peut-être un problème de distribution aussi. Ils reçoivent pas les livres, hein. Voilà. Mais non, les jeunes lisent. Parce que la plupart, bon, moi, ceux que j'ai croisés, hein, après je peux pas parler pour tout le monde, ils commencent avec des séries destinées aux adolescents, dans le genre de Hunger Games et tout. Et c'est pas plus mal. S'ils commencent par ça et qu'ils basculent vers autre chose, voilà, au moins ça leur a donné le goût de lire. Moi, j'applaudis. Et pourquoi ils sont fâchés avec les...
Bah, ils sont fâchés. Moi-même, j'ai un peu été fâché avec la littérature algérienne. Puis quand j'étais un peu plus jeune, parce qu'au bout d'un moment, on achète un livre au prix du neuf, au prix de la nouvelle parution, et on a l'impression de l'avoir déjà lu. Voilà, au bout d'un moment, on se dit. Ça part de la même chose. Je sais pas. Écoutez, si vous avez été aussi là cette année, vous avez dû constater comme moi qu'il devait y avoir au moins une 60aine de nouveaux livres sur le thème balade dans la Casbah. C'est au bout d'un moment, la Casbah, on la connaît. Faut écrire sur autre chose, quoi. Faut innover un peu. Acheter un livre au prix du neuf pour un jeune étudiant ou un jeune lycéen qui parle toujours des sujets sempiternels, là, moi je les appelle les trois, balade dans la ville ou la guerre d'Algérie ou la décennie noire. Les meilleurs livres ont été écrits à ces sujets-là, sur ces sujets-là. Il faut passer à autre chose. C'est pas quoi, par exemple? Comment ça, quoi, par exemple? Faire rêver les jeunes. Je sais pas, il y a de la fiction. Écrire des histoires d'amour. Mais tout, mais simplement, il faut innover un peu. Voilà, moi je vous avouerai que quand j'étais plus jeune, bon, maintenant je lis un peu plus, voilà. Mais quand j'étais plus jeune... Il y a des auteurs algériens qui trouvent un peu de grâce à vos yeux. Ah oui, Tahar Djaoud. Ah. C'est le top. C'est-à-dire que si on l'avait pas perdu, moi je reste persuadé, je le dis, voilà, j'ai toujours dit, ça aurait pu être un prix Nobel de littérature, ce monsieur. Si on l'avait pas perdu. C'était drôle. Ce qu'il faisait, surtout le dernier été de la raison, c'était un peu drôle comme livre. Il avait un certain détachement, il avait une certaine dérision par rapport à notre société, il proposait des choses nouvelles, il n'était pas dans le misérabilisme systématique, il n'était pas dans cette littérature crispée qu'on a aujourd'hui. Faut se détendre, quoi. Je sais pas. Allez, voilà. On va se détendre en écoutant la prochaine chanson. Cette fois, c'est Pink Floyd. Hey you, out there in the cold, getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fading smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Don't give in without a fight. Hey, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey, you, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Hey you, would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home.
Allez, votre choix des Pink Floyd, cette chanson qu'on vient d'écouter, c'est Hey You. Hey je You. m'attendais par exemple de votre part de Wall ou. Bah, elle est dans l'album déjà. Elle est dans l'album de Wall. Non, mais Pink Floyd, ouais, bon, j'ai eu du mal. Hein. J'ai eu du mal parce que j'ai mis au départ Shine on You Crazy Diamond. C'était un peu long. J'ai eu du mal à choisir un morceau de Pink Floyd. Mais bon, c'est vrai que dans le contexte de. C'est pour vous le meilleur groupe de tous les temps? Il y a pas de meilleur groupe de tous les temps. Ça n'existe pas. C'est un mythe. Vous n'aimez pas les classements, j'aime pas les classements, oui. Je fonctionne au film Pink Floyd évidemment, parce que voilà, c'est un peu un groupe qui met tout le monde d'accord, hein, c'est une vérité. Mais voilà, dans le contexte de la playlist que j'ai sélectionnée, et dans le contexte de l'album The Wall, et dans le contexte du film, c'est l'histoire du protagoniste en fait, qui se retire du monde et qui s'isole. C'est-à-dire que le gamin du début qui rêvait devant un miroir, ouais. Il est un peu blasé par la vie et la souffrance, il se coupe de tout, il décide un peu de tuer sa vie. Pas de se tuer, mais de tuer sa vie, quoi. Voilà, il se fait pas de mal, il en veut à personne. Il essaie juste de se faire un peu oublier dans l'intimité, comme ça. Et personnellement, j'ai eu une période comme ça dans ma vie, et c'est un morceau qui me parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était à quel âge? Oh, c'était vers 25-26 ans, comme ça. 25-26 ans. Ouais. C'était pas l'adolescence. Non, c'était pas l'adolescence. C'était voilà. C'est quoi? Vous n'étiez pas en conformité avec vous-même? Oh non, j'avais des petits soucis que je devais régler tout seul. Quoi. C'était certaines personnes n'ont pas compris que je me retire comme ça, mais voilà, c'est la vie. Et en vous retirant, vous avez fait quoi? Bah, je me suis retrouvé. Non mais c'était quoi? Quelle a été votre façon de vous retirer? Parce qu'on peut se retirer de mille et une façons, hein. On peut s'enfermer sur soi-même, on peut s'enfermer. Je me suis plongé un peu dans l'apprentissage de choses nouvelles, voilà, pour dire les choses, pour résumer. Votre livre parle énormément de la foi, de sa façon, de la manière dont chacun détourne la foi, et puis son importance aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui compte pour vous, la foi? Bien sûr, oui. Donc on a tous foi en quelque chose. Si on avait foi en rien, on ne ferait rien du tout. On ne ferait absolument rien. La foi est un moteur. C'est pour ça que ça m'énerve un peu, moi, quand quelqu'un dit qu'il croit en quelque chose et que ça le passionne et qu'on trouve ça risible et que certains cyniques là, ils essayent de rabaisser cette personne. Je sais pas, ça me parle pas. Mais vous faites une distinction entre la foi et la religion? Oui, complètement. La religion, c'est une institution organisée. La foi, c'est plus intime. On peut très bien croire en quelque chose sans adhérer au mouvement de masse. C'est pas un prérequis, hein. Il faut pas en fait, il faut pas porter toute la panoplie là de la religion ou de la croyance en question pour avoir la foi. Voilà. Parce qu'on peut parler de la foi sans rapport avec Dieu, alors que la religion a forcément un rapport avec Dieu. La religion a un rapport avec une divinité. Voilà. Quelle que soit la religion. Après, la foi, on peut avoir foi en son travail, en ses amis, on peut avoir foi en d'autres choses, c'est pas un souci. Carte blanche, et on découvre depuis presque une heure votre univers musical. On a vu que vous êtes assez éclectique, que vous n'aimez pas un genre particulier, que c'est d'abord un rapport avec une chanson que vous avez. Oui, tout à fait. Je sais pas, je l'ai dit, j'ai dû le dire 2 ou 3 fois, mais je le redis, je fonctionne au feeling. C'est vraiment ce que la chanson m'inspire. Mais c'est surtout la chanson anglo-saxonne. Hein, En fait, non. En fait, vraiment pas. Ce que vous avez choisi, là, c'est Oui. En fait, j'ai choisi ces titres-là parce qu'il y avait un fil conducteur. Mais j'ai dû réduire ma playlist parce que je vous ai dit, je suis parti sur un. Là, il y a pas, par exemple, il y a aucune chanson algérienne, il y a pas de chanson française. J'allais inclure du métal algérien, j'allais inclure du rail, mais il a fallu pour l'émission d'aujourd'hui en tout cas, il a fallu que je me restreigne un peu au fil conducteur que j'ai décidé. Je voudrais justement connaître un peu vos rapports avec les artistes de votre âge, les écrivains de votre âge. Tout à l'heure, vous avez dit pour vous Tahar Djaout, mais c'était une autre génération. En plus de ça, il a été assassiné. Voilà. Et parmi les jeunes écrivains aussi, on a beaucoup aujourd'hui qui écrivent. Bien sûr, il y en a. Oui. Ouais. D'ailleurs, j'ai rencontré, je vais lui passer un petit coucou. C'est un jeune écrivain qui s'appelle Mohamed Abdallah,
bon, quand il a sorti son livre, il avait 20 ans, il doit en avoir 21 aujourd'hui. Il est de Tlemcen et c'est un petit génie. Il faut absolument que vous lisiez son livre. Voilà, merci en tout cas. On termine sur cette justement note d'espoir. Un jeune de 21 ans, comment je connais pas. Hein, Voilà. Tout intérêt à l'inviter, Oui, peut-être à le connaître. Voilà. Merci Riyad Hadid pour cette première partie C'est moi. que nous avons passée ensemble. On se retrouve juste après pour la deuxième heure. Merci.